Bonjour, merci d'être venu. Je suis Victor Chambaud, je suis manager au sein du cabinet REA. Bonjour, je pense que je n'ai pas besoin de micro. Donc, Saber Travessi, directeur technique, fonction clé actuarielle au sein d'Agrica. Moi aussi, je me présente, Kamel Assam, associé au sein du cabinet REA. Et on va aujourd'hui aborder le sujet des ORPS d'un point de vue du spectre investissement durable. On a clairement posé le titre sous forme de question. Au cours de cette présentation, on va essayer d'expliquer d'abord pourquoi cette question, pourquoi on est arrivé à se poser cette question. On va essayer de tenter d'y répondre. Et puis on va illustrer tout ça avec des cas pratiques et voir dans quelle mesure on peut ouvrir le sujet. Je laisse la parole pour commencer à Victor. Alors nous allons commencer par faire un état des lieux sur les investissements durables, notamment en rappelant les principaux concepts. Donc l'investissement durable correspond à une approche qui vise à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme et qui, en plus de tenir compte des critères financiers habituels, intègre des critères extra-financiers de type ESG dans les décisions d'investissement. L'investissement durable recouvre traditionnellement trois concepts. L'investissement socialement responsable, appelé aussi ISR, qui désigne une forme d'investissement conciliant la performance financière et les critères ESG. L'investissement solidaire, qui correspond à un placement d'utilité sociale, destiné notamment à lutter contre l'exclusion ou à améliorer la cohésion sociale. Et l'investissement vert, qui est une forme d'investissement qui vise à générer un impact positif sur l'environnement en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Ces types d'investissements peuvent se juxtaposer. Par exemple, un investissement solidaire peut être considéré comme ISR. Les investissements durables sont soutenus par un cadre réglementaire qui comprend plusieurs réglementations, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou de la France, et qui concerne exclusivement le secteur financier ou l'ensemble des secteurs d'activité. Donc on peut notamment citer la taxonomie verte, le CFDR, la loi industrie verte, le CSRD, la loi énergie-climat, et sans oublier la revue Solvabilité 2 et la revue IORP 2. La réglementation de la finance durable vise à promouvoir la durabilité dans le secteur financier, renforcer l'obligation de transparence, harmoniser les reportings extra-financiers et encourager le développement durable. Concernant Solvabilité 2, la revue introduit une dimension ESG dans la gouvernance et la gestion des risques, notamment avec l'intégration des risques liés au changement climatique et à la durabilité. La revue IORP 2 porte principalement sur la prise en compte, intègre notamment la prise en compte de la durabilité dans les décisions d'investissement. Donc les investissements durables sont aussi soutenus par des labels spécifiques. Donc plusieurs labels existent à l'échelle européenne avec des critères plus ou moins convergents, dont des labels spécifiques en France, notamment le label ISR, qui comprend les critères ESG, le label Greenfin, qui prend en compte la transition écologique et énergétique, et le label Finansol pour la finance solidaire. Le label ISR est aujourd'hui le plus développé avec plus d'1 millier de fonds labellisés. D'autres labels existent au niveau européen, notamment le FNG Segel pour les pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse, le Tower Sustainability pour la Belgique ou le LuxFlag au Luxembourg. Merci Victor. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réglementations, plusieurs labels, et pour finir et boucler la boucle, il y a plusieurs aussi agences de notation. Sur les contraintes aussi quantitatives, on a pas mal de références. Si je commence par la fin, on vous a mis vraiment une sélection de quelques acteurs. Première remarque, il y en a pas mal qui ne sont pas européens, pour le dire comme ça. Deuxième remarque, c'est que en fait, il y a deux manières de voir cette diversité. Donc il y a la manière un peu critique, on dirait que d'une manière très directe, il n'y a pas de méthode standard. Il y a quelques jours, il y a même un référentiel, un doc de référence qui est sorti sur le marché de 250 pages de mémoire qui décrit toutes les méthodes éventuelles et possibles. Autant vous dire qu'il faut du temps, il faut s'accrocher pour tout comprendre. Et donc il y a cette manière-là de se dire en fait quelle sera ma référence de notation demain
qui sera ma référence. Et donc, pour un enjeu de comparabilité entre les acteurs et tout, c'est pas gagné d'avance. L'autre manière qu'on préfère, nous, qui est entre guillemets un peu plus positive, c'est de dire c'est plutôt une source de richesse, plusieurs références, et sachant qu'on ne mesure pas toujours la même chose, on ne fait pas les mêmes focus, etc. De ce point de vue, il y a une certaine complémentarité, et ne serait-ce que pour la suite, dans les quelques statistiques qu'on va partager avec vous, on a sélectionné 2 sources parmi les sources, les 5 qui sont affichées ici, parce qu'à travers une seule source, on n'aurait pas pu chercher toute l'information qui nous intéressait. Donc nous, on est plutôt sur le pro-message positif, et il faut s'enrichir et utiliser un peu le maximum de références. Évidemment, richesse, complémentarité, certes, mais il y a une question qui se pose de résilience de la mesure que je vais considérer. Que ce soit moi en tant qu'acteur lambda ou moi régulateur, etc., etc. Et donc, par rapport à cette question de résilience et stabilité de la mesure, il y a un peu un parallèle qui nous tient à cœur et qu'on aimerait partager avec vous, un parallèle qu'on fait avec les générateurs de scénarios économiques. Donc, le parallèle s'imposait naturellement de par la forte proximité des lettres qui composent l'acronyme. Et puis, le deuxième parallèle qui nous intéresse aussi, c'est la dynamique qu'on a pu observer depuis 10 ans sur la partie générateur de scénarios économiques. Si je résume, et pour certains, vous êtes experts sur la question, on a vu une démarche d'internalisation de la réalisation de la génération des scénarios économiques, etc., la modélisation, etc. Il y a une démarche d'une externalisation complète ou un truc un peu au milieu. On récupère des jeux de scénarios, mais on travaille là-dessus, on fait des tests complémentaires, etc. Et la CPR n'a pas manqué pour certains acteurs, je pense qu'ils ont vécu ce genre de choses sur les dernières années. La CPR n'a pas manqué qu'on reste responsable, quoi qu'il arrive, évidemment quand on fait en interne, mais aussi quand on externalise. Et donc, de ce point de vue, le parallèle pour nous intéressait beaucoup parce que qui dit agence de notation dit des méthodes standards, des sources d'informations, des chiffres, etc. Mais on pense que ce n'est que le début d'un travail à mener en interne sur ces notations-là. Et on va développer encore plus ce point par la suite. Mais avant cela, je donne la parole à Kamel pour me partager quelques statistiques. Merci Saber. Donc à ce stade, on a souhaité un peu donner une vision de ce qu'on pouvait appeler un investissement durable, parce que ça reste quelque chose d'assez large et ça mérite parfois d'être rappelé, de préciser certains éléments. Comme disait Saber, on a un certain nombre de notations aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer, avec une petite remarque qui ne doit pas passer inaperçue, mais effectivement aujourd'hui, côté européen, on est un peu le parent pauvre, puisque effectivement elles sont aujourd'hui toutes en dehors de l'Europe quasiment. Et enfin, ce qui était important de noter, c'est que dans une démarche internalisée, en complément effectivement de ces notations, il y a une vraie prise en compte, la nécessité de prendre en compte les enjeux de durabilité. On va voir l'idée ici de voir pourquoi et comment. Rapidement, en termes de vision de ce qu'on appelle le marché des investissements durables, au niveau monde, ça représente un peu plus de 3 milliards de dollars, ce qui en soi revient à peu près au niveau des investissements de l'assurance en France. Donc on est sur quelque chose qui est sur un trend d'expansion, mais globalement, on a encore un certain nombre de pas et de paliers à franchir. Si on souhaite en faire effectivement un objectif. Et donc on y vient gentiment. L'Europe, bon élève sur le sujet, on le savait, 84% des investissements sont sur le côté européen, sont des fonds européens. En termes de progression, donc c'est un marché qui progresse vite, fortement, modulo la crise 2022 qui a touché finalement l'ensemble des investissements. Crise, je le rappelle, de liquidité, guerre en Ukraine, etc., sur les matières premières. Et où, pour la première fois, une dynamique qui était très forte, puisque en 4 ans, on le voit ici, en 4 ans, le marché a progressé de plus de 300%. Mais on a cette petite fenêtre 2022, où il a progressé que de 14%. Mais il s'agit bien d'une progression.
Côté collecte, on voit sur le schéma à droite que la collecte européenne s'est maintenue du côté positif. Côté reste du monde, on a un basculement en collecte négative. Toujours sur ces éléments de flux, un élément peut-être, en tout cas, qu'il faut avoir à l'esprit, mais qu'il faudrait aussi peut-être expliquer, la résilience des investissements, en tout cas la résilience de la collecte sur les investissements durables, est une réalité, puisque quand on replace ça sur le contexte global des investissements, on voit bien qu'on est resté au niveau européen dans une collecte positive, tandis que le reste, effectivement, des investissements, des supports d'investissement, eux, étaient en recul. Enfin, une autre idée ou un autre a priori que certains peuvent avoir et que l'on voulait ici un peu rechallenger, c'est celui qu'on entend souvent. Investissement durable, ça peut vouloir dire moins de rentabilité, mais en même temps, on coche un certain nombre de cases. Dans les faits, si on prend une donnée précise, mais toujours suivant une agence de notation, pour le coup, le MSCI, on constate qu'en termes de rendement moyen, eh bien, ce n'est pas le panier le plus vert qui est à plaindre, puisque quelque part la performance ici est affichée du MSCI Europe SRI, qui je le rappelle, correspond à un resserrement des critères ESG par rapport au MSCI ESG un peu plus connu, donc sur des valeurs plus restreintes et avec des contraintes plus importantes. Eh bien, finalement, en termes de rentabilité moyenne sur la période considérée, donc depuis 2019, y compris crise Covid et crise liquidité, présente une rentabilité supérieure au MSCI ESG et elle-même supérieure finalement au MSCI Europe. Donc, chacun est libre d'interpréter, mais cette donnée-là est assez surprenante pour certains, mais en tout cas absolument importante à partager ici. Le rendement des supports durables n'est pas médiocre ou à négliger face à des supports plus classiques. Voilà, on va introduire maintenant la partie relative au fonds de pension et donc à l'ORPS. Je vous laisse la main. Donc, on continue un peu sur cette transition. On est passé du global à l'Europe et puis avant de zoomer sur la France tout à l'heure. Donc, vraiment des rappels rapides et évidents. Mais en fait, quand on commence à regarder à l'échelle européenne ce qui existe comme assiette quelque part sur laquelle on pourrait créer des ERPS, etc., il y a une grande diversité et il y a une problématique de comparabilité. On sait très bien que là, on vous a rappelé les piliers du régime de retraite en France versus ce qui peut exister par ailleurs. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est non comparable. On sait qu'il y a une partie un peu, entre guillemets, obligatoire en France et par répartition qui est assez importante. Pour autant, quand on zoome sur la partie FRPS, la France est quasiment sur le podium. Donc, on est quatrième sur le graphe à droite. Le Pays-Bas, c'est un cas très, très particulier. Évidemment, on n'a plus le UK, donc ça aurait pu aussi apparaître assez vite dans ce schéma-là. En tout cas, on est très bien placé en n'ayant que la partie FRPS. Et c'est là où la logique de la réglementation, EIORP, était de mettre d'abord un premier niveau de cohérence entre tous les pays européens. Mais je pense que si on fait un sondage auprès de vous, je pense qu'on retient en premier des FRPS, c'est une capacité à sortir de la contrainte, en tout cas vu comme ça, de solvabilité 2, et d'avoir plutôt un poids, une mobilisation des fonds propres qui est beaucoup moins importante. Et tout de suite, on a les yeux rivés sur la partie actif parce qu'on se dit, on n'a pas le même poids sur la partie actif. Donc, on a commencé un premier zoom avant de passer à la suite. Et c'est vrai que, en fait, on est assez frappé de premier abord quelque part par le poids de la partie obligataire en France. Donc, on est de mémoire à 60%, quelque chose comme ça, en fait, comparé à d'autres pays. Donc, en fait, il y a une dynamique assez différente. Même si la majorité des pays est quand même encore largement pondérée par la partie obligataire. Notre analyse
modestement sur ce sujet un peu macro qui est toujours compliqué à expliquer, c'est deux choses. La première qui est un peu partagée entre tous les pays, rappelons-nous, l'année 2022 qui était assez compliquée avec une remontée des taux assez violente et du coup des portefeuilles pour la plupart en moins-value ou en plus-value très limitée, pour le dire comme ça. Et donc, en fait, ce n'est pas une dynamique qui pousse vers tourner un peu son portefeuille, vendre, etc., faire autre chose. Et puis, le deuxième point probablement spécifique à la France, c'est qu'on sait très bien que sur la vingtaine de 22 de mémoire de FRPS qui existe sur la place, en fait, quasiment la moitié a eu son autorisation de la CPR un peu vers la fin, avant l'échéance de 31/12/2022, que tout le monde surveillait. Donc, il y avait autant de dossiers sur la dernière année qu'avant. Et en fait, ça veut dire qu'on n'a pas eu encore le temps. C'est qu'on ne change pas d'allocation cible du jour au lendemain en un an. Là, on a une vision à fin 2023. Donc, c'est probablement une dynamique qui reste devant nous. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'elle est un peu synchrone avec... J'ai une dynamique aussi de réflexion ESG qui se passe en parallèle, on va en parler tout à l'heure. Donc, il y a peut-être moyen de synchroniser un peu les deux. Et c'est là où je passe la main sur la partie où on va zoomer tout de suite sur la France. Donc oui, nous allons faire un focus sur le marché français. Donc le chiffre d'affaires des ERPS en 2023 représente près de 12 milliards d'euros, donc en augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent. Donc la répartition du chiffre d'affaires a significativement évolué en 2023, avec une part UC notamment qui passe de 46 à 51%. Concernant la collecte nette, elle est positive au global, elle s'élève à 1,6 milliard. Cependant, elle est contrastée entre supports. Donc elle est négative à hauteur de moins 2,5 milliards sur l'euro et positive à hauteur de 4,1 milliards sur l'UC. En 2023, les encours ORPS s'élèvent à près de 190 milliards d'euros, en augmentation de 4,7% par rapport à 2022. À noter que cet encours est composé à 82% par des fonds euros. Alors, en termes d'allocation d'actifs, il est important de relever que la création des ORPS est traduite par une ponction dans le bilan des organismes d'assurance vie, donc soumis à solvabilité 2, et donc que l'allocation d'actifs initiale des ORPS était similaire à celle de l'organisme d'origine. Donc le cadre prudentiel des ORPS, qui est plus flexible que les organismes d'assurance soumis à solvabilité 2, favorise l'investissement de longue durée et plus diversifié, permettant de bénéficier notamment des performances de marché à long terme. Et donc, la création comme l'a rappelé Saber, la création des ORPS étant récente, il est intéressant d'étudier l'évolution de l'allocation d'actifs, qui peut être progressive dans le temps. Donc, nous constatons entre 2022 et 2023 que l'allocation globale est relativement stable, avec une petite baisse sur les obligations. Alors, pour rappel, cette allocation est en VNC, alors que les chiffres que Saber présentait précédemment au niveau Europe étaient en valeur de marché, donc ce qui explique la différence d'allocation. Donc, cependant, l'évolution de la part obligataire est hétérogène selon les organismes. Donc ça, c'est le graphe que l'on voit par entité. Et donc, a priori, deux stratégies semblent se dessiner. La première qui serait un renforcement de la part obligataire, donc a priori pour un enjeu ALM de gestion de gap de duration. Et la deuxième qui serait plus une recherche de rendement avec une réallocation sur des actifs plus risqués. Alors rapidement sur les plus ou moins values latentes. Donc, comme le disait aussi Saber, entre 2021 et 2022, donc de nombreux organismes sont passés en moins value latente, suite notamment à la remontée des taux. On constate en 2023 que le niveau des plus-values latentes a augmenté, mais reste quand même relativement faible encore. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur les investissements durables au sein des ORPS. Alors, tout d'abord, je vais reprendre une phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit en 2015, donc je cite, « La création des ORPS, fonds de pension à la française,
devrait permettre de mobiliser les encours pour le financement de l'économie, notamment la transition énergétique et écologique. Fin de citation. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui ? Donc, sur la base des rapports d'investissement responsable, notamment, enfin, ce qu'on appelle les rapports LEC notamment, nous avons relevé quelques indicateurs, notamment le reporting sur la classification SFDR en articles 6, 8 et 9. Donc, c'est le graphique donc, en effet, au vu de cette classification qui est faite notamment sur les fonds euros, par rapport aux fonds UC, nous pouvons nous poser la question sur la maturité et la pertinence de ce reporting à ce jour, notamment sur le fonds euro, car on peut voir que pour certains organismes, ils classent la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité de leurs investissements, en article 8. A priori, je pense par défaut. La classification des investissements UC semble quand même plus fidèle à la réalité. Et le constat est le même. Il est similaire sur les compagnies d'assurance vie. Il n'est pas propre aux compagnies ORPS. Un autre indicateur, le ratio de couverture ESG, qui correspond à la part des investissements prenant en compte des critères ESG. Alors, nous constatons que le ratio est légèrement plus élevé sur le FRPS que sur la compagnie d'assurance vie au sein d'un groupe, donc avec plus ou moins d'écart, mais il est quand même supérieur sur les entités FRPS. Passer sur un petit cas pratique où quelques tests de stress test ont été appliqués. Donc peut-être en introduction, en fait, les caractéristiques du portefeuille. Donc je tiens à préciser que c'est un portefeuille fictif. La preuve d'ailleurs, pour ne pas faire d'amalgame avec ce qu'on vit chez Agrica, ce portefeuille en moins-value. Donc Agrica étant connu par sa bonne gestion financière, on n'a pas connu ce scénario, même si comme tout le monde, on s'est plié un peu aux contraintes économiques et on a connu un point fin 2022 qui est beaucoup plus bas que tout le reste. Mais bon, on fait partie des rares, je touche du bois, mais en fait, c'est quand même, voilà, on est un peu parmi les rares sur le marché à ne pas avoir touché cette zone rouge sur les plus-values. Et donc, les caractéristiques, sans s'attarder là-dessus, sont un peu classiques. Donc, on s'est surtout concentré sur les scénarios de taux. Donc un choc à la hausse, un choc à la baisse, classique. On aurait pu imaginer 10 milliards d'autres scénarios sur les actions, etc. Mais pour vraiment avoir des effets prononcés liés à ce choc de taux, on a pris volontairement une allocation encore plus agressive sur la partie obligataire. Donc 80% d'obligataires, comme ça on est sûr de ne pas rater des effets de taux. Et sur la projection, on est dans une configuration Orsa que Kamel vous expliquera et détaillera. Et puis à droite, sur les hypothèses passives, plutôt des choses classiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Merci Saber. Oui, donc on a pris une allocation obligataire à 80%. Bon, on a vu que le portefeuille global était à 70%. Ça correspond certainement à la réalité de certains FRPS. Juste en termes de précision, donc c'est un exercice Orsa, donc sur 4 ans avec une projection et un bilan vraiment projeté, réalloué tous les ans. Donc les taux qu'on affiche ici, lorsqu'on parle de moyenne 10 ans, en réalité la structure de taux part d'un niveau légèrement supérieur pour redescendre avec un petit effet convexe. Je dis ça parce qu'on va constater derrière qu'il y a certains effets. D'un point de vue pilotage FRPS, alors tout le monde, ou pas en tout cas, a noté qu'on revenait finalement dans le cadre des FRPS à une approche solvabilité 1, couverture de la marge de solvabilité. 10 ans après avoir beaucoup pesé le pour et le contre de Solva 2 et avoir bien précisé que ça avait quand même l'avantage d'être orienté sur les risques et sensible, revenir à une vision factorielle. Voilà, ça laisse un certain nombre d'avis divergents sur l'approche. Mais toujours est-il que tout le monde est convaincu qu'en approche BGS, ce qu'on va appeler Orsa, puisque les FRPS sont toujours soumis à l'Orsa en revanche, il y a une ou plusieurs mesures à envisager dans le pilotage de l'activité, que ce soit d'un point de vue rentabilité, risque, etc. Ce qu'on a pris, nous, comme mesure, puisque c'est une mesure qui parle à la fois aux investissements
Et comme on le disait tout à l'heure, le cas spécifique français, les FRPS sont souvent logés au sein d'un groupe d'assurance. Donc en termes de présence à l'actif, en termes de structure, c'est aussi la valeur qui est prise en compte dans le bilan des assureurs sociétés mères, à savoir la valeur économique. Donc notre indicateur qu'on a appelé ici indicateur pilier 2, c'est la valeur économique, c'est la couverture de l'EMS par la valeur économique, et l'indicateur pilier 1 reste l'indicateur ou le ratio réglementaire, à savoir les fonds propres, modulo la prise en compte des plus ou moins values latentes telles que la réglementation le permet, si la demande en a été faite. Dans le cas présent, comme on l'a précisé, le portefeuille est en moins-value. On a retenu l'approche effectivement de caper les moins-values à 0. D'accord. Rapidement, ce que vous voyez à l'écran maintenant, finalement, c'est la stabilité du ratio de couverture de l'EMS. Les PMVL admises ne sont donc pas prises en compte puisqu'elles sont capées, fleurées à 0 ou capées selon le sens dont on prend. On a un taux moyen, donc je vous le disais un peu en baisse, donc ce qui donne cet effet finalement au fur et à mesure sur la marge financière qui baisse légèrement et qui va expliquer ces toutes petites variations du ratio P1. Mais ce qu'on retient ici, c'est le ratio relativement stable malgré un choc de taux qui va arriver derrière. Mais en scénario central, on est déjà sur une baisse et on voit bien qu'on a une stabilité assez importante. Idem, là, dans le scénario central, on a une légère hausse de notre valeur économique dû à un effet aussi renouvellement, investissement et collecte nouvelle qui vient rafraîchir un peu l'actif, puisque, encore une fois, on a une situation de départ sur le stock qui est en moins-value. Donc, on a les résultats, ici, l'approche pilier 1, pilier 2, en pointillé notre ratio valeur économique en pilier 2, et on voit deux choses. Sur le scénario de baisse des taux, un ratio P1 réglementaire en forte hausse. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet plus-value latente. Donc le portefeuille repasse en plus-value avec un effet direct sur le ratio de couverture. Sur les deux autres scénarios, on voit qu'on reste proche. Autrement dit, quand on reste dans une situation de moins-value, on note très peu de sensibilité ou peu de sensibilité du ratio P1, pilier 1, réglementaire. En revanche, sur le ratio pilier 2, on voit bien une volatilité qui vient traduire une situation économique, une situation de rentabilité économique, avec un scénario finalement taux haut qui apporte du confort sur les engagements de passifs et qui donne l'effet dominant ici avec une valeur qui s'apprécie plus ou moins et qui en tout cas qui est stable face à la dynamique de hausse de taux, qui est quand même pas négligeable. Hein. Je le rappelle, on passait plutôt de quelque chose de l'ordre de 4% alors qu'on partait d'une situation centrale plutôt entre 3,5 et 2,5. Donc il y a idem, hein, il faut y voir aussi l'effet réinvestissement. Mais on a surtout la situation en taux bas qui nous présente un effet assez averse, puisque idem, on a un effet passif important avec l'effet d'actualisation qui baisse nettement. Et un renouvellement aussi du stock qui va pouvoir un peu améliorer en bout de course, mais clairement, le scénario de taux bas est très averse en pilier 2, valeur économique de l'entreprise, alors que le pilier 1 montre une situation qui s'améliore. Voilà. Donc ça alerte sur le ratio réglementaire apporte une certaine stabilité, mais le pilotage nécessite quand même d'avoir des indicateurs un peu plus sensibles. On le voit bien, la valeur économique s'effondre, tandis que le ratio pilier 1, lui, se porte à merveille. Une fois qu'on a fait ce constat, on a voulu revenir à notre sujet durabilité, ESG. On l'avait expliqué tout à l'heure, intuitivement, naturellement, le FRPS offre l'opportunité d'investir à long terme. Il y a moins de risques de liquidité, donc on peut aller chercher ce type d'investissement et de la duration. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est la nécessité, et revenir sur ce qui avait été dit sur les notations, c'est la nécessité d'intégrer l'analyse,
l'analyse de ces investissements pour avoir une vision la plus juste ou la moins biaisée sur l'exposition du portefeuille. Ce qu'on réalise ici, c'est un des chocs de l'exercice climatique au RPS. On simule que dans l'actif qu'on vous a présenté, on ait une part finalement d'investissement brun, en l'occurrence sur les manufactures pétrolières, de l'ordre de 20 à 10%. De l'ordre de 20% en obligataire, en fixed income, et de 10% sur l'equity. Donc ça, c'est la position de l'assureur. Il fait une transparisation de son portefeuille. Il le fait sur la base d'une notation, sans forcément qu'il y ait un process interne complémentaire. Et il y a réalisation du risque, où voilà, on est simplement dans une projection des impacts de la réalisation de ce risque. On voit bien, idem, en pilier 1, on a un effet très léger qui va être lié finalement à la dotation d'une PDD, donc un impact marge, mais qui est ponctuel, qui est spot, puisque derrière, on a une situation qui s'améliore toujours en pilier 1, alors même que dans ce scénario, comme je l'ai écrit à droite, on voit bien qu'un tel choc, une telle réalisation impliquerait derrière quand même un transfert massif. Aujourd'hui, un FRPS qui demain serait identifié, alors on se pose toujours dans ce monde de transition, qui serait identifié comme un FRPS orienté et investi fortement en actifs bruns, qui subirait des chocs. Voilà, la conséquence derrière, il y a un doublement du choc, c'est composite. Il y a des transferts massifs. Donc pareil, ici, on a simulé un niveau de transfert de l'ordre de 15% des encours. Ce qui explique finalement le redressement que vous pouvez voir sur le ratio pilier 1 en fin d'exercice, ou en tout cas sur l'année 2028, puisqu'on a un effet mécanique forfaitaire sur une baisse de MS, alors qu'on va dégonfler la PDD et revenir finalement à un niveau de marge, certes inférieur à ce qu'a été le monde avant, mais on maintient nos fonds propres et on fait même potentiellement un peu de marge. Mais toujours est-il que le MS se dégonfle et donc, paradoxalement, on voit un ratio pilier 1 qui s'améliore. Donc encore une fois, le ratio pilier 1 est assez résilient, est assez positif dans l'interprétation. Il a ses points forts, mais je pense, et on le voit bien ici, la réalité économique du portefeuille transparaît quand même beaucoup plus dans la mesure de la valeur économique, puisque ici, naturellement, il y a un crash, puisque nos actifs, je rappelle le choc, pardon, je ne l'ai pas fait, c'est 400 bips. C'est 400 bips sur les obligations ou sur les fixed income orientés pétroléum. C'est un spread global sur la courbe des taux risque neutre de 20 bips. Et c'est un choc de 32% sur les equity. Donc, on peut difficilement envisager que, comme le présente le ratio P1, l'impact ne soit que mineur. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un effondrement de la valeur économique. On pouvait s'y attendre. À noter, alors on ne le fait pas ressortir forcément, que l'impact est certainement beaucoup plus fort sur le fixed income, à la fois de par l'intensité du choc, quoique 400 bips versus 32% sur les equity. A priori, c'est difficile de juger, mais on est sur de l'actif à duration. Et c'est bien l'effet duration ici du portefeuille qui va être un élément de sévérité. Voilà. Le dernier point, toujours là-dessus, ce que je voulais partager avec vous, c'est on a une étude de la CPR qui montre qu'environ 14% des investissements des assureurs en France seraient non transparisés. Donc, on l'a présenté sous deux aspects. À la fois qu'on se soit trompé, qu'il y ait eu un biais dans notre capacité à transpariser notre portefeuille et à identifier les actifs de type pétroléum, c'est une chose. Ici, on a mis un biais qui est de l'ordre de 10%, mais on peut aussi considérer le fait qu'il y a 14% des portefeuilles en moyenne qui ne sont pas transparisés. Et donc, juste sur le biais, donc on pensait avoir 20%, et puis finalement, on a une exposition à 30%. On voit l'impact sur la valeur de l'entreprise qui est divisé par 2 pour un écart de, je vous le dis, c'est principalement l'effet fixed income qui l'emporte. Et donc, si on avait in fine 30% au lieu de 20% d'actifs bruns, la valeur économique, le choc, la valeur économique serait divisée par 2 suite au choc. Donc voilà. Donc ça donne une idée, une sensibilité, 10% d'erreur.
50% de la valeur. C'est le point qu'on voulait aussi partager ici. Je pense que j'ai à peu près balayé les principaux points. Je vais te laisser la parole, Saber, pour... Merci Kamel. Donc, qui dit actuaire dit esprit critique. Donc, Kamel a bien lancé le débat. Quelles sont les limites liées à ma vraie vie, la transpariation, etc. etc. Donc, pour aller jusqu'au bout de la démarche, en faisant ne serait-ce que ces quelques stress tests assez simples, on se rend compte de plusieurs limites. On vous a listé quelques-uns qui vont être des points communs, je pense, en fait, à tous les stress tests, tout ce qu'on peut faire dans un exercice ORSA, etc., même si on mise beaucoup sur le climatique dans l'ORSA. Et encore une fois, dans le cas de FRPS, on échappe probablement à certaines contraintes, mais on a toujours ces rapports ORSA qu'on doit produire. Donc la première limite, elle est assez simple. En France en particulier, les FRPS sont détenus par des entités assurances qui, quelque part, ce qui fait que, en fait, de toute façon, c'est la valeur économique qui remonte dans le bilan de la maison mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on voit une valeur économique, malgré le ratio de solvabilité, entre guillemets, moins économique, même s'il y a ce volet un peu plus-value latente, etc., ou moins-value. Et il y a aussi un choc de cette valeur économique. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite de ce qu'on peut constater, c'est dès qu'on est dans une approche besoin global de solvabilité, on peut avoir des divergences de ce qu'on peut considérer. Typiquement, dans ce qu'on a réalisé, entre guillemets, on a joué sur la valeur des fonds propres et on a remplacé ça par une valeur économique de l'entité. On aurait pu agir sur la partie EMS en se disant je rajoute un capital add-on, etc., lié à d'autres facteurs. Parce que 4%, 1% des engagements, c'est quand même une lecture assez limite. Troisième limite, c'est l'horizon temporel. On a beau aller jusqu'à 5 ans dans l'ORSA, enfin, le marché c'est entre 3 et 5 ans. 5 ans c'est très court pour un risque comme la durabilité. Donc c'est clairement une limite qu'il faut avoir en tête. Bon, on ne s'est pas arrêté aux limites, donc on a quelques propositions et des idées qu'on partage avec vous. La première, même si elle part de quelque chose d'obligatoire et de réglementaire, et ce n'est pas juste une proposition, évidemment on a les tests de résistance, qui déjà tout de suite, on va sur jusqu'à 10 ans, mais en fait, on pense qu'il faut aller au-delà du réglementaire. Aller choquer des choses assez standards imposées par la réglementation sur les taux, sur les actions, etc. Je pense que ça nous donne une démarche de se dire il faut aller jusqu'à 10 ans, il ne faut pas se tremper un peu sur une lecture à 5 ans, allant plus loin, et on peut, sur la base de la mécanique et de ce qu'on met en place dans nos entreprises sur le test de résistance, élargir un peu le spectre pour mieux les travailler, avoir cette vision long terme. Sur la vision économique, pas économique, en effet, je pense que le suivi, et nous on le fait, le suivi de la valorisation économique, que ce soit en MCEV ou en S2, est très important. Rappelant que, évidemment, le bilan de la maison mère est sensible à cette valeur économique, et le vrai risque, un peu catastrophe quelque part, c'est le déclenchement d'un risque de PDD s'il y a une valorisation qui tombe assez vite, selon les règles qu'on connaît réglementaires de la constitution de la PDD. Ensuite, sur le BGS, je l'ai indiqué, on peut venir créer un BGS où on met de l'intelligence quelque part des alternatives et sur la partie EMS et sur la partie fonds propres. Et enfin, alors les fameux tests proposés par la CPR et OPA, tout le monde ne les fait pas. Généralement, c'est des acteurs légaux qui sont invités ou largement incités à contribuer. Pour des acteurs moins importants, nous, on en fait partie, même si on est à un certain niveau de bilan quand même. Voilà, je pense que c'est une bonne idée de réaliser ces tests-là, quitte à ne pas les faire dans le timing, la temporalité des exercices réglementaires. Typiquement, pour vivre l'expérience aussi, chez nous, en fait, souvent, c'est peut-être l'opportunité d'alimenter des travaux d'un mémoire d'actuariat. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de le faire dans la même temporalité, les mêmes contraintes. On n'a pas parfois la bande passante pour, mais on apprend beaucoup de choses à les faire hors contraintes calendaires. Enfin, en synthèse, peut-être un récap de tout ce qu'on a pu évoquer jusque-là et on prendra vos éventuelles questions. Donc, si je retiens un peu les messages clés, c'est diversité, évidemment, de réglementaires, mais aussi des labels, des références de notation, les agences, et qui peut constituer à la fois une richesse,
mais aussi une opportunité pour que ce soit un point de départ pour quelque chose en interne. Il ne faut surtout pas être juste dans la critique de se dire il y a plusieurs agences de notation, évidemment, ils font le business qui va bien, etc. Je pense que c'est une source de richesse, mais ça déclenche des travaux à réaliser en interne. Et encore une fois, le parallèle avec les générateurs de scénarios économiques, je pense que c'est un bon exemple qui est vécu depuis 10 ans ou plus. Donc voilà. Évidemment, le mythe de dire tout ce qui est durable, en fait, ça va entacher un peu ma rentabilité. Kamel vous a présenté des courbes assez parlantes sur le fait qu'on peut être encore plus rentable, ça peut être une opportunité. Et ça, je pense, dans un congrès d'instituts des actuaires, c'est le cas de le dire. Hein. Nous, on le sait en tant qu'actuaire qu'un risque, c'est aussi une opportunité. Ce n'est pas forcément tout de suite quelque chose qui va coûter. Nécessité, et ça aussi pareil, d'indicateurs, que ce soit de performance ou de risque. On a fait une liste et des propositions dans la slide juste avant. La transpariation, ça reste une limite quand même à adresser. Quand on sait qu'il y a 14% en moyenne qui ne sont pas transparisés, c'est quand même un sujet. Et enfin, pour revenir au boucler avec la question, le point de départ, quand on a dit est-ce que les FRP sont une opportunité pour l'investissement durable, en fait, finalement, on arrive sur un contrat un peu win-win ou donnant-donnant, si j'ose dire. Les FRPS, c'est de l'engagement long terme, c'est un coût de capital qui est moins important, etc. Donc ça sert, et on le voit, à pouvoir envisager des réflexions long terme comme les ESG, mais aussi en fait vice-versa, ça fonctionne dans l'autre sens. L'ESG, on l'a vu, ça permet aussi, si on l'adresse bien, une rentabilité limite supérieure. Ça permet de se rendre compte de certains chocs, de certaines limites qu'on n'aurait pas pu observer si on était dans un exercice un peu classique, FRPS, test sur 5 ans, ORSA sur 5 ans, etc. Donc c'est un peu donnant-donnant. Je dirais qu'il y a même une relation un peu assez intime qu'on peut établir entre la réflexion, comment je peux être durable dans mes investissements et pas que, et comment profiter de la dynamique FRPS. Merci beaucoup pour votre attention. Je vois que l'heure tourne. Donc, merci. Ouais. Juste un mot quand même sur les ratios réglementaires. Nous, on les voit plutôt comme une opportunité. Donc, on voit bien qu'il y a une stabilité. Mais c'est une opportunité parce qu'elle permet d'aller chercher quelque chose de différent que finalement Solvabilité 2 ne permettait pas de faire. Simplement, elle est loin d'être suffisante en tant que telle. Il faut absolument garder une vision claire des risques et du risque économique de son portefeuille. Voilà. Merci. Et je vous propose peut-être de passer aux questions en espérant qu'il y en ait. Oui, je pense qu'on a 5 minutes. C'est très intéressant et moi j'aime bien les questions qui pointent les controverses. Hein. On est là pour ça. En fait, moi je dirais que ça dépend vraiment beaucoup de qu'est-ce qu'on appelle durable, quel périmètre, quel secteur, quelle zone géographique et quelle profondeur en fait quelque part. Je pense qu'il y a des indicateurs. La mesure en fait, elle est en train de se stabiliser. Et en fait, on a fait exprès. Évidemment, on peut trouver de tout sur le marché. On a fait exprès pour avoir ce genre de questions et je vous en remercie d'afficher l'indice qui va bien, qui dit, en fait, ça, c'est même pas nous. Et on n'a pas cherché très très loin. C'est quand même le MSCI et c'est quand même très bien construit avec, je dirais, un niveau de verdure ou de durabilité qui augmente. Et plus on augmente le niveau d'exigence et on zoome sur ce qui est encore plus durable, en 2 steps quand même, plus ça augmente le track record sur quand même, je ne sais plus, 3-4 ans. Donc, après, on peut en trouver d'autres. Ça, c'est certain. Mais du coup, en fait, quelle est la référence que je veux ? En fait, ce que je retiens, ce n'est pas que forcément la durabilité, c'est forcément plus de rentabilité, mais je dis juste que ce n'est pas forcément quelque chose qui va entacher la rentabilité.
Et selon certaines mesures, selon certains contextes, je peux même booster ma rentabilité grâce à la durabilité. Et franchement, même dans la vraie vie, moi je le constate. Je ne dis pas que là, en fait, nous, ça fait partie par exemple de notre ADN et on va sur certains choix, etc. C'est des choix qui sont rentables. Je ne dis pas qu'on a encore la martingale surtout, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est vraiment la lecture macro et pas micro, hein. Donc c'est au-delà des cas spécifiques des entreprises. Franchement, là, on a une lecture macro objective qui marche bien. Juste pour compléter, effectivement, on a essayé de montrer la limite de s'appuyer sur une seule notation. Ce peut être une limite, ce schéma-là peut être une des limites, effectivement. Ça, c'est une question de comment on considère la chose. Moi, je peux être d'accord avec ça. Simplement, sur la rentabilité prospective, là, je pense qu'il y a un peu moins de doute sur le fait qu'avoir un portefeuille résilient au cas de réalisation de scénarios climatiques restera quelque chose de plus rentable d'un point de vue valo qu'un portefeuille clairement sur lequel on n'a pas piloté la transition. Voilà. Et juste... On peut discuter le rétro, mais voilà, après... voilà. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier on parle souvent de risque de transition et risque physique. Je pense en fait sur le risque de transition le fait qu'à un moment donné, enfin on le voit, il y a même des grandes capitalisations boursières, sans citer de nom, qui se disent, bah, en fait, peut-être qu'en Europe, on a moins de chances de créer de la valeur, de voir notre capitalisation s'apprécier. On va peut-être aller sur d'autres marchés à l'international. Je ne vais pas citer de nom. Donc, voilà, je pense que je rejoins le point de Kamé sur la vision prospective aussi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.